Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Money Chim avec l'agence Moneymakers. Aujourd'hui, nous sommes avec Nicolas Roussel, fondateur de l'agence B2B INU. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Merci pour ton invitation. Écoute, ça va très très bien et merci à toi de me rejoindre sur ce podcast. Je vais juste te laisser te présenter. Écoute, oui. Nicolas Roussel, donc je suis le fondateur de l'agence INU, une agence qui est positionnée, on va dire, grosse marketing B2B, mais pas gros hacking. Et on essaie d'aider les constructeurs, les éditeurs, les intégrateurs et les sociétés de services à générer des leads et évidemment des revenus. Voilà, avec les grosses marketing étant, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à la génération des revenus. Super. Et donc du coup, de ton point de vue, c'est quoi l'erreur que tu vois le plus souvent en 2021 dans le thème du marketing B2B? Alors, l'erreur que je vois le plus souvent, en fait, et c'est pas qu'en 2021, mais c'est l'absence en fait d'investissement dans la connaissance client. Nous, on est très persona, tout notre business en fait, il est basé sur la connaissance des clients, la connaissance de leur motivation, de leurs besoins, de leurs critères de décision. Et c'est à partir de ça en fait qu'on crée un socle qui va nous permettre de créer toute la stratégie digitale qu'on va pouvoir développer pour le client. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on voit rarement dans les investissements chez les clients, que ce soit des grands comptes ou que ce soit des plus petites entreprises, soit parce que ça a déjà été fait quelque part et ils vont pas avoir l'investissement pour ça, donc ils investissent pas dans les quarters pour la partie stratégique, soit ils sont trop petits, ils voient pas forcément l'intérêt et ils préfèrent investir tout de suite dans des actions opérationnelles. Mais bon, nous, on pense quand même que c'est quand même la base et que sans connaissance client, c'est très très compliqué d'arriver à avoir des campagnes vraiment performantes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Avec 100% des clients que j'ai embarqués, donc soit il n'y a pas de persona, soit c'est un persona qui a été fait il y a quelques années, ou alors et ça a été fait de façon un petit peu arbitraire. Les gens se sont mis dans une scène de réunion, ils ont brainstormé un petit peu, ils ont plaqué une slide et puis terminé. Donc voilà, je pense que t'as vu ce genre de choses. On voit ça tout le temps en fait. Et en fait, nous on fait des personas pas du tout de cette manière-là. Nous on fait déjà des buyer personas parce qu'il y a plusieurs types de personas que tu peux avoir. Mais nous on fait vraiment des personas acheteurs. Et donc avec une méthodologie qui a été développée aux États-Unis par Adel Revela. Et donc on va essayer d'aller analyser à travers des interviews qui sont pas scriptées, qui sont des conversations. On va essayer d'aller chercher quels sont les 5 cercles de décision des clients afin de définir vraiment tous les insights nécessaires pour créer des campagnes qui tiennent la route. D'accord. Là, t'as piqué ma curiosité par rapport aux 5 cercles de décision. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors de tête, ouais. En fait, on fait comment ça se passe concrètement. En fait, on demande aux clients de nous donner des noms de clients qui ont acheté assez récemment. Il faut pas que ce soit trop loin parce qu'il faut que le client ait encore en tête l'expérience d'achat qu'il a eu avec la marque. Et puis surtout, on va lui demander des gens qui n'ont pas acheté chez lui, parce que quand tu interroges des clients qui ont acheté chez toi, en fait, ils sont plutôt enclins à dire du positif. Mais ce qui va vraiment les intéresser, c'est les clients qui n'ont pas acheté, parce qu'ils ont été chez le concurrent et on veut savoir pourquoi ils ont été chez le concurrent. Donc on va faire des conversations, on va enregistrer ces conversations-là. Et c'est facile aujourd'hui avec Zoom, avec Meet, etc., de les enregistrer. Et puis ensuite, on va faire des transcriptions de ces interviews. On va analyser tout ça dans des grandes feuilles Excel, etc. On va trouver des verbatim. Et avec ça, on va pouvoir remplir nos 5 cercles qui vont être... ça va être quels ont été... la décision initiale, c'est-à-dire pourquoi une entreprise va investir 10, 15, 20, 30, 100 000 euros dans telle ou telle solution. On va essayer de déterminer quels sont qu'est-ce qu'ils en attendent. Ouais. On va essayer de déterminer si jamais ils font rien, qu'est-ce qui va se passer pour eux, voilà, les conséquences négatives. On va essayer de définir quels sont les critères positifs quand ils sont face à des solutions. Ils finissent par faire des shortlists. Donc on va essayer de définir quels sont ces critères-là. Et puis quand ils ont leurs 3, 4, 5 solutions en shortlist, quels sont les critères qui vont éliminer les solutions, en garder qu'une seule. Et puis, tu as toute la partie parcours d'achat, donc où est-ce que la personne va chercher de l'information et quelle est toute la chaîne de décision et toutes les personnes qui vont intervenir.
Voilà, donc ça c'est un gros boulot. Une fois qu'on a ça, on peut vraiment faire des personas. C'est pas simplement Pierre qui habite dans le 44, qui a une grosse voiture, qui amène ses enfants à l'école. Tu vois, avec ça, tu peux rien faire tu peux pas lui vendre une solution de marketing automation, tu vois. Voilà, c'est une très bonne méthodologie qui permet d'avoir la data nécessaire pour prendre des bonnes décisions et mettre en place les bonnes actions. Exactement. 100% d'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner un cas concret sur ce qui est pour toi une bonne stratégie d'acquisition B2B? Donc vraiment, je te laisse aller dans tout le niveau de détail que tu as envie. Ouais, alors j'ai préparé un petit truc. Donc on vient justement de terminer avec un client une opération qui a duré plusieurs mois. Donc là, je peux en parler. C'est un client c'est une boîte techno. Donc c'est une boîte qui est dans l'IoT. Donc c'est un éditeur français de plateforme IoT. Si vous vous intéressez, vous pourrez voir sur le site qui c'est. La première chose qu'on a fait avec eux, c'est ces personas. Donc on a passé beaucoup de temps, c'était en juillet dernier, tu vois, donc c'était il y a presque un an, on a passé tout le mois de juillet à faire ça. Donc on a commencé par faire un atelier chez eux d'une journée avec les équipes pour déterminer quels étaient leurs personas ad hoc, c'est-à-dire les personas auxquels eux ils pensaient, plus les parcours d'achat, donc toute la chaîne de décision d'achat chez leurs clients. Donc avec ça, on a réussi à déterminer des personas ad hoc, et puis ensuite on a été interroger ces personas-là sur le mois de juillet, et on a fait tout ce travail-là jusqu'à fin août de décryptage des personas, et fin août, on a livré les personas et les parcours d'achat. Donc ça, c'était la première grosse étape. La deuxième, c'est qu'on a fait un audit de leur site. Donc en fait, c'est un client qui est venu à l'origine pour avoir un site qui fasse de la génération de leads, parce que leur site, ils n'arrivaient pas à avoir des leads avec leur site. Donc on a fait tout un audit de leur site, à la fois SEO, pour la partie référencement, mais aussi sur savoir si ce site convertissait ou non, et pourquoi il convertissait pas. Donc, en fonction de ça, on a décidé de refaire une structure de site, une architecture et les types de contenus qu'on a mettre dessus. Justement, en travaillant sur les parcours d'achat, quand quelqu'un vient sur le site, il est intéressé par telle thématique, ensuite il va aller voir les offres, etc. Donc ça c'est la deuxième étape. Et puis ensuite on a refait le site. Donc ça c'était une grosse partie. Donc on a fait une refonte totale du site. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait? On est parti sur la partie contenu. Donc on a essayé d'identifier les contenus qu'il y avait dans l'entreprise existants. Donc quelles étaient les plaquettes, les documents commerciaux, les emails, les documents qu'il pouvait y avoir sur le site, les documents de conversion. Et puis une fois qu'on a fait ça, on a essayé d'évaluer quelle était la performance. Bien souvent, quand tu vas chez les clients qui viennent nous voir, c'est que justement ils ont des choses qui fonctionnent pas très bien. Donc, et c'est pas très bien structuré. Donc voilà, mais quand même, on voit s'il y a des choses qu'on peut réutiliser ensuite dans notre stratégie de contenu sans être obligé de les refaire. Voilà. Ensuite, on a essayé de cartographier ces contenus dans le pipeline de vente. Donc, quels étaient les documents qui pouvaient servir pour la phase de découverte, la phase de conversion et puis la phase de décision. Voilà. Donc, ils avaient quand même un certain nombre de contenus. Ils avaient des témoignages clients, ils avaient des use cases. Voilà, ils avaient quand même déjà pas mal de choses. Bon, suite à ça, on a fait un comité éditorial. Donc, pour poser avec les équipes quelles étaient les grandes thématiques qu'on voulait aborder cette année. Parallèlement, on a fait la recherche de mots-clés. Donc, on a passé beaucoup de temps à faire la recherche de mots-clés, l'analyse de concurrence. Donc, une fois qu'on avait ces mots-clés et qu'on fait le comité éditorial, on peut définir les grandes thématiques qui nous intéressent. Et donc là, on commence à avoir notre stratégie de rédaction. Parce que là, la stratégie pour eux, c'était de faire de l'inbound marketing, donc de mettre en place un blog et que le site devienne vraiment une machine à générer des leads. Donc ensuite, on est parti dans la partie rédaction. Donc, rédaction, écoute, on rédige des articles, on fait toutes les optimisations nécessaires sur les titres, toute la partie sémantique à l'intérieur de l'article, et puis tous les liens, tout le linking qu'on va faire entre les articles pour créer des clusters. Voilà, ce qu'on appelle nous des cluster topics qui vont permettre d'améliorer le référencement de certains mots-clés et faire des glissements sémantiques entre les différents articles. Voilà. Donc, ça nous occupe pas mal en ce moment. Comme ils avaient besoin de faire de la gen lead rapidement, on a fait un e-book aussi. Donc, on a fait un e-book sur le premier trimestre. Et puis, avec cet e-book-là, ils ont fait des campagnes sur LinkedIn de génération de leads qui ont plutôt bien fonctionné. Donc c'est là qu'on voit qu'en fait les personas, quand c'est bien fait, tu fais le document qui va bien et tu t'adresses aux bonnes personnes et puis là tu as des résultats. Donc c'était pas mal, tu vois, ils avaient des coûts par lead qui étaient aux alentours de 12 €.
qui est vraiment pas cher en B2B. Quand tu vois qu'en B2B, ça se vend entre 50 et 100 euros, ils sont 4 à 5 fois moins chers. Donc l'investissement à l'origine des personas, il est rentabilisé par la suite. Ouais, et puis là, maintenant, on est dans la phase des outils, donc marketing automation. Donc on est en train de mettre en place ActiveCampaign chez eux et de créer tous les scénarios de nurturing. Alors tous les scénarios administratifs, tu vois, de segmentation de base de données, et puis les scénarios de nurturing pour les nouveaux contacts, et puis les scénarios pour les contacts existants quand ils vont revenir sur ton site, tu vas déclencher des emails automatiquement quand ils vont visiter telle ou telle page. Voilà, ça c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc là, tu vois, on a du départ, la partie stratégie, comment on fait pour attirer les gens sur un site, comment on fait pour les convertir, et puis une fois qu'on a leurs coordonnées, comment on fait pour leur vendre. Donc on est là, vraiment, c'est une stratégie de A à Z avec eux, donc c'était vraiment un truc super intéressant parce que le client a investi, et nous on s'est vraiment éclaté à faire ça. Carrément. Ouais, t'as vraiment abordé donc plein de différentes thématiques. Donc juste pour approfondir un petit peu et comprendre. Donc tu peux nous en dire plus au sujet de la stratégie de contenu en fait. C'est-à-dire comment aujourd'hui on n'a pas trop de contenu qui performe. On a fait l'analyse des personnels, etc. Comment est-ce qu'on fait pour bien planifier la manière dont on va créer les contenus, quel type de contenu on va écrire, je sais pas, des articles, des e-books, parce qu'il y a plein de types de contenus différents. Et aussi, comment on va articuler ça au niveau du funnel. Alors, l'objectif, alors, quand tu fais de la cartographie de contenu, tu as des contenus qui vont s'adapter aux 3 grandes phases du parcours d'achat ou du funnel marketing. En fait, t'appelles ça comme tu veux. La première phase, c'est la phase de découverte. Donc, c'est des gens qui découvrent qu'ils ont un besoin, mais qui savent pas forcément bien le formaliser. Donc, ils vont chercher de l'information très générale. Donc, ils vont beaucoup aller sur les blogs et ils vont beaucoup se documenter. Et donc là, pour nous, l'objectif, c'est de se placer sur les requêtes qu'ils vont faire. C'est pour ça que l'étude des personas, quand on leur demande pourquoi vous allez investir 15 000 euros dans une solution de marketing automation, c'est parce qu'ils ont des véritables problèmes. Et là, ils vont te les dire. Et donc, nous, on va capitaliser là-dessus et on va faire des contenus sur ces problématiques-là. Donc ça, c'est la base, c'est-à-dire l'écriture de la rédaction d'articles, de blogs. Et là, ça dépend des sociétés. Hein. Tu as des sociétés qui vont faire assez peu d'articles de blog, donc en termes de référencement naturel, c'est quand même c'est pas terrible. Mais nous, on considère que voilà, si tu fais à peu près 2 articles de blog par semaine, tu peux commencer à avoir des résultats. Donc, on avait pris un client qui était un gros intégrateur Oracle il y a 2 ans. Donc avec lui, on a mis pareil la même stratégie de rédaction d'articles. Son site au départ était en dessous de 3000 visites. Et aujourd'hui, ils sont aux alentours de 17-18 000. Voilà. Visites par mois, c'est pas mal. C'est pas mal. Et surtout, tu vois, ils économisent. S'ils devaient avoir ce même trafic en campagne payante, ils seraient obligés de sortir 8 ou 9 000 euros par mois. Donc Par rapport aux articles de blog, on a entendu pas mal de choses par rapport à la longueur des articles, nombre de mots, etc. Est-ce que tu as des best practices à nous recommander en termes de longueur? Alors, on entend tout. Et tout et son contraire. Sur la longueur des articles, j'ai pas vraiment de sujet là-dessus. Je fais en fonction déjà du budget du client, évidemment. Et puis je pense qu'en fait la longueur ne joue pas tellement parce que quand tu regardes des articles vont très bien se placer, des articles qui ont assez peu de mots. Pourquoi ? Parce que par ailleurs il y a d'autres critères qui rentrent en compte. C'est surtout la partie backlink qui fait que ton article il va monter ou pas. Donc nous, notre objectif, en fait, c'est de placer les articles sur les 3 premières pages de Google dans un premier temps. Et puis ensuite, si le client a du budget, tu vois, quand tu es positionné 20-25e, là, tu fais du backlink. Et tu fais du netlinking et tu essaies de le faire remonter sur la première page. Tous les articles qui sont en première page, sur des mots-clés concurrentiels, c'est pas simplement grâce à la sémantique. C'est parce que derrière, tu as une stratégie de backlink, tu vois. Et quand tu écoutes Laurent Borelli, lui, il va te dire que le contenu des articles, c'est totalement bullshit. Si tu fais des articles de 450, 600, 900 mots, ça peut très bien fonctionner. Tu n'es pas obligé de faire des articles de 4000 ou 5000 mots pour que ça fonctionne. Donc ça dépend de la concurrence. C'est sûr que si tous tes clients font 4000 mots
les 10 premiers font 4000 mots, avec 400 mots, ça va être compliqué de te placer. Mais je crois pas qu'il y ait de règles qui disent, OK, tel mot-clé, quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses 2500 mots ou 1500 mots. C'est des gens qui sont en train de regarder ce qui se passe sur le marché, de regarder les différentes solutions, donc ils vont avoir besoin de plus d'informations. Donc là, le type de contenu, là, on n'est plus dans le SEO, là, on est dans le contenu vraiment sur le parti marketing automation ou des contenus qu'on va pouvoir leur envoyer. Donc là, ça va être des e-books, ça va être tous les e-books de conversion, ça va être des guides, ça va être des benchmarks, ça va être tous les types d'informations qu'on peut donner aux clients pour qu'ils se fassent une opinion sur les différentes solutions. Donc ça peut être aussi des webinaires, ça peut être tout ce type de contenu-là, ça peut être des vidéos longues, ce genre de choses-là. Voilà. Donc là, le client va en apprendre plus, et puis au final, il va se dire, OK, finalement c'est cette solution-là qu'il me faut. Donc j'en sais rien, si tu prends une voiture, finalement moi je veux un monospace. Voilà. Maintenant dans les monospaces, lesquels je vais choisir un Renault, un Citroën ou un Volkswagen. Ensuite il rentre dans la phase de décision, et là il va chercher sur des critères de prix, des critères techniques, des critères de consommation, écologique, etc. Donc là il a vraiment besoin d'informations techniques, et il a besoin aussi d'avis clients. Donc tout ce qui va être témoignage client, là c'est des choses qui peuvent créer de la réassurance aussi, et qui vont inciter le client à acheter, ou en tout cas rentrer en contact avec toi, faire une demande de démo, rentrer en contact avec un commercial. Ok, super intéressant. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment tu fais la délimitation, quels sont les critères de délimitation entre les différentes phases du funnel? En fait, justement, comme c'est des personnes, comme c'est des personas, on fait pas du marketing direct. Dans cette stratégie-là, c'est pas du marketing direct, donc on va pas faire de l'emailing. Donc nous, justement, les personas, on va essayer de chercher des gens qui sont vraiment au début de leur parcours d'achat, principalement. Donc on va faire des articles de blog qui sont assez généralistes. Donc toute la partie blogging, pour moi, c'est la partie qui est en haut du funnel. Donc ça sert pour le référencement naturel, pour faire venir les gens chez toi. Et puis ensuite, c'est plus la partie conversion et la partie marketing automation qui permet pour moi de faire progresser les gens dans leur parcours d'achat. Maintenant, si on veut choper des gens qui sont en phase de considération tout de suite, faut pas faire du blogging. C'est dépenser de l'argent pour rien. Donc là, il vaut mieux faire des campagnes de marketing, il vaut mieux faire des campagnes de cold calling, de cold emailing, pardon. Il vaut mieux faire des campagnes LinkedIn sur lesquelles on va prendre notre document de conversion et puis on va le mettre en avant sur LinkedIn. Et donc là, on va avoir des gens qui sont en phase de considération. C'est plus pour moi des campagnes qui vont être des campagnes Google, tu vois, des campagnes de pub Google. Ouais. Le mot-clé intentionniste, exactement. La personne a un besoin, boum, voici la solution, etc. Ok. Et du coup, j'imagine que pour faire, entre guillemets, pour faire passer les gens du top of funnel au middle of funnel, on a des call to action un peu soft, on leur propose, télécharger des exactement. ressources, donc c'est etc. là où tu mets en place des ressources et d'adresser la bonne ressource au bon endroit sur ton site. Donc, quand tu débutes, au début, tu n'as pas beaucoup de ressources, donc tu vas faire un e-book qui va être hyper généraliste. Et puis, au fur et à mesure, tu vas commencer à avoir des e-books qui sont plus spécifiques. Tu vois, la stratégie de nos clients, ça va être de faire des choses sur la smart industrie, ensuite sur la smart city, sur smart building, etc. Donc, de créer des documents spécifiques à chaque fois. Et quand les gens vont arriver sur un article de blog qui va parler du smart building, on va leur afficher l'e-book smart building. Voilà. Donc en se disant, le gars il vient, il a un petit peu d'informations sur l'article de blog, il va vouloir en savoir plus. Donc, et c'est là où on va récupérer ses coordonnées grâce à l'e-book. Ouais, d'accord. Donc il télécharge l'e-book, il consomme l'e-book et en même temps, exactement. On le met dans une petite séquence. Une première séquence qui est une séquence de branding, tu vois, on va lui parler un petit peu parce que la personne arrive de nulle part, tu vois. On a un persona. Le mec, il peut être à Brest, il peut être à Lisbonne, il peut être n'importe où. On ne sait pas qui c'est. Le gars, il arrive, il voit un article, il télécharge un guide. Ça se trouve, il n'a même pas vu le nom de la société. Donc, on va commencer par lui envoyer 1 ou 2, 3 emails pour lui expliquer qui on est. Et puis ensuite, on va lui envoyer une séquence qui va lui permettre de progresser dans son parcours d'achat. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir la cartographie justement de tous ces contenus pour au fur et à mesure lui donner des contenus de plus en plus pertinents quand il avance dans son parcours d'achat. Ok, donc du coup on est vraiment sur un marketing d'éducation très personnalisé. Quand on prend les gens depuis le blog, ouais, exactement, parce que ça prend du temps. Puis après, ça dépend aussi du cycle de vente. Sur des cycles de vente courts, les séquences peuvent être très courtes. Mais sur des cycles de vente qui durent plusieurs mois, là, tu es obligé de faire de l'éducation. Tu vois, le gars qui est l'agglomération de communes qui va vouloir mettre en place de la Smart City,
ça va leur prendre du temps avant qu'ils lancent l'appel d'offres. Donc ils vont avoir besoin de beaucoup d'informations, tu vois. Mais si toi, en tant que fournisseur, tu sais que je sais pas, l'agglomération de Toulouse est venue récupérer du document chez toi, bah tu sais qu'ils vont lancer un appel d'offres à un moment. Donc tu vois, c'est vachement important. Ouais. Bien sûr. Et après, tu constates que ces gens-là sont vraiment très 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 engagés. Tu peux leur faire tu peux leur proposer éventuellement, limite les appeler ou leur proposer un call. Là, tu utilises le scoring, parce que derrière tout ça, en fait, on va créer du scoring. Pourquoi on fait toutes ces campagnes-là ? On fait toutes ces campagnes-là, en fait, pour créer des interactions avec les prospects. Donc, le gars qui est venu sur ton blog, qui a vu un article, il a téléchargé un guide, bah, lui, tu vas lui donner, OK, est-ce qu'il rentre dans mon persona ? Ouais, je vais lui donner 15 points. Il a téléchargé ce guide-là, je vais lui donner 10 points. OK, il a 25 points. C'est peut-être pas suffisant à ce stade-là, tu vois, ça reste toujours un MQL, un Marketing Qualified Lead. Donc, j'ai besoin de l'animer, donc je vais lui envoyer mes séquences de branding, mes séquences de nurturing, et puis je vais voir s'il réagit. S'il télécharge un autre document, je vais lui rajouter 10 points, 15 points. S'il ouvre mes emails, s'il clique, je vais lui rajouter des points. Et puis, quand il arrive à 50 points, paf, je me dis, tiens, je le fais passer de MQL à SQL, et j'envoie un email aux commerciaux en leur disant, ben voilà, il y a monsieur Intel qui est venu sur le site plusieurs fois, c'est le moment de rappeler. Voilà. Tu vois, c'est l'alignement des ventes et du marketing, là. Et c'est de se dire, ben, à quel moment les commerciaux doivent rappeler les leads. T'as des boîtes, sur des boîtes toutes petites, en fait, les commerciaux vont rappeler tout de suite. Et sur des boîtes qui sont très importantes, qui gèrent plusieurs milliers de leads par mois, tu peux pas te permettre de rappeler tout le monde. Donc, tu segmentes ces leads-là, tu en fais des MQL, des SQL, des opportunités de ça. Tu mets toute une stratégie de segmentation c'est plus sur des grands comptes. Là. Ouais, mais carrément. Et toi, comment tu fais là, au niveau des critères entre SQL et SQO, enfin opportunité de vente? Comment est-ce que tu penses qu'il y a une définition globale qu'on peut prendre, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment cas par cas en fonction de ton Alors ça dépend de l'entreprise, mais pour moi, ce que j'appelle un lead, c'est quelqu'un qui est venu remplir un formulaire sur le site, quel que soit son nom, quelle que soit son adresse email, etc. Ouais. Maintenant, ce lead-là, il est plus ou moins actif. Mais à partir du moment où il est qualifié, qu'on a un nom correct, une adresse email correcte, un nom d'entreprise, on peut le mettre en MQL. Voilà, il peut être traité par le marketing. Ouais. Tous les Gmail, les machins, les trucs, les inscriptions à la newsletter, bah, tu les gardes, tu fais des campagnes régulièrement, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ceux qui s'engagent et qui donnent leurs véritables coordonnées. Voilà, donc ça, c'est des MQL. Et puis, au fur et à mesure, ces gens-là, quand tu leur fais des campagnes, ils gagnent des points. Puis après, c'est justement l'alignement des ventes et du marketing de se dire, OK, les commerciaux, on commence à vous fournir des leads de début, on regarde si c'est intéressant ou pas. Si c'est pas intéressant, finalement, on va durcir les critères, et puis on va les laisser en MQL, et puis on va vous donner que ceux, j'en sais rien, qui vont faire des demandes de démo, etc. Donc c'est vraiment particulier entreprise par entreprise, je pense. Bien sûr. Merci d'avoir partagé ces éléments. Franchement, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous dire quels sont tes livres préférés ? Celui-là, tout le monde le connaît. Père Michel Marketing, tu vois. Donc celui-là, c'est la base de la base. C'est la base de l'inbound marketing. Voilà. Donc quelqu'un qui explique que effectivement les nouvelles technologies vont faire en sorte que le consommateur va avoir de plus en plus d'informations, donc ça va être de plus en plus compliqué de communiquer avec lui, donc on va rentrer dans un monde de permission. Donc c'était tout ce qui était la partie inbound marketing. Et puis maintenant on voit apparaître le marketing émotionnel, enfin tous ces trucs-là, le marketing éthique. Bon voilà. Donc ça c'était la base. Le deuxième c'est un bouquin de Patrick Renvoisé et Christophe Morin qui s'appelle Neuromarketing. Et donc là ils expliquent assez bien comment fonctionne le cerveau, les déclencheurs, ce que le cerveau apprécie, etc. Donc tout ça, ce sont toutes les bases du copywriting. Donc ça, c'est intéressant. Et puis le dernier, c'est Invisible Selling Machine de Ryan Dess, où là, c'est le monsieur qui a mis un peu les bases de tout ce qui était le marketing automation, en expliquant voilà les différents types de scénarios, etc. Donc je trouve qu'avec ces trois bouquins-là, tu vois, on couvre un petit peu tout ce qu'il faut dans le marketing, avec la raison de faire du marketing inbound, donc marketing un peu plus moderne, toute la partie copywriting qui peut servir pour l'emailing, pour le blogging,
pour toutes les campagnes LinkedIn, Facebook, etc. Et puis toute la partie marketing automation qui peuvent être intéressantes. Bon là, c'est des clients qui ont un peu plus de budget, mais on peut faire du marketing automation avec du Sendinblue, du Mailchimp, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément des outils très très chers. Et waouh. Et si tu devais donner un conseil à toi-même il y a un an pour devenir un meilleur marketeur aujourd'hui, ce serait quoi? Il y a un an, on était en plein Covid encore. Ben écoute, l'année dernière, j'ai passé mon temps à écrire un bouquin, voilà, que j'ai pas encore sorti, mais je l'ai finalisé. Ouais. Alors je pense que je vais faire en auto-édition, parce que j'avais trouvé un éditeur, mais c'était tellement compliqué pour eux l'année dernière que tu vois, c'est l'éditeur dur en ce moment. Donc je pense que je vais faire en auto-édition, ouais. C'est d'écrire en fait. Voilà, c'est d'écrire son propre blog, d'écrire ses propres articles, parce que ça permet vraiment de formaliser et d'acquérir vraiment toutes les compétences. Voilà, je trouve que c'est pour devenir un meilleur marketeur, il faut pas simplement parler, il faut aussi, je pense, écrire. Ça permet vraiment d'intérioriser et de s'approprier vraiment toutes les techniques. Wow. Ok, je vais écrire plus. Je n'écris pas beaucoup pour moi. Nicolas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. Vraiment super intéressant. Donc du coup, si l'audience veut se connecter à toi, le plus simple, c'est le site internet. Donc c'est iandyoo.com, iandyoo.com. Et puis sinon, via mon LinkedIn, voilà, Nicolas Roussel. Et puis vous allez me trouver, vous pouvez prendre contact. Ok, super. Je vais mettre tous les liens dans la description du podcast. Super. Nicolas, merci beaucoup. Merci à toi. Bye bye. Et à bientôt. Bye bye.